Bonjour Samuel, Bonjour Thierry. merci, nous sommes collègues, nous collaborons tous les deux au journal satirique Pan. Tu écris une chronique panoptique qui parle de politique européenne et de géopolitique de l'énergie. Et moi-même, je tiens une chronique Panphilo où je partage mes lectures sur des thèmes d'actualité et de société, et dans laquelle j'ai eu l'occasion de parler de ton dernier livre, Énergie, mensonge d'État. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, étant donné l'espace papier qui est réservé à ma chronique. On va pouvoir aborder d'autres thèmes que ceux qui étaient abordés dans la chronique. Tu es ingénieur civil chimiste et docteur en sciences appliquées. Je me souviens d'une remarque que tu m'avais faite de dire « J'ai choisi la chimie parce que cela me permet de comprendre comment fonctionne le monde et l'univers ». Est-ce que tu pourrais m'en dire brièvement un peu plus là-dessus? Lorsque j'étais adolescent, je lisais beaucoup Science et Vie et ça me captivait et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire derrière la connaissance scientifique. Et donc j'ai voulu faire des études dans ce domaine et plus particulièrement dans celui de la chimie parce que je voyais bien que la chimie était partout dans notre vie. Euh, Notre vie est entourée de chimie. Elle l'était déjà avant la révolution industrielle. Pensez au savon. Le savon, tout simplement, c'est de la chimie, tout simplement, qui existe depuis des millénaires. Et donc, voilà, je me rendais bien compte que à travers la chimie, on avait un point d'entrée dans la vie de tous les jours. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un point d'entrée dans la vie économique, parce que toute la vie économique dépend de la chimie. Tout dépend de la chimie. Même ce où on ne pense pas, il y a de la chimie partout. Alors, ça nous amène à parler d'une molécule qui fâche, le CO2. N'entrons pas dans le débat de savoir s'il est responsable ou pas, il n'y a pas consensus du réchauffement climatique. Beaucoup de gens le pensent. L'homme produit du CO2. Les activités humaines produisent du CO2. L'homme est le problème. Nous sommes une fabrique de CO2. Et la nature transforme ce CO2 en biomasse. Donc nous, on mange des hydrocarbures, de la viande, du blé, etc. Et dans notre usine chimique, la chimie est partout, dans notre usine chimique, on transforme ça en CO2. Et donc quand on produit environ 1 kg de CO2 par jour. Et ce CO2 est absorbé par les plantes qui donnent le végétal et puis les arbres, etc. Et depuis qu'on brûle du charbon, du gaz et du pétrole, forcément, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère et la Terre est en train de verdir parce qu'il y a beaucoup plus de CO2 et donc il y a plus de végétation. Alors contrairement à ce qu'on entend dire partout, aujourd'hui, grâce à la combustion des énergies fossiles, la Terre est en train de devenir plus verte. Et donc le CO2 n'est pas un poison. Ah ben non, puisque nous sommes producteurs de CO2. Le CO2 n'est pas un poison, la molécule de CO2, c'est la molécule de la vie. C'est la vie. Le poison, c'est le CO. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la chimie, c'est différent du CO2. Mais le CO2, c'est la molécule de la vie. Là, c'est d'ailleurs ce que le professeur Linsen du MIT dit, qui contrôle le CO2, contrôle la vie. C'est un peu le projet de l'écologisme. Oui, Linsen est un grand scientifique. Il était membre du GIEC et puis il a démissionné quand il a vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'exagération dans le GIEC, ou plutôt dans ce qu'on C'est en fait dire au un GIEC. physicien de l'atmosphère, en fait. Oui, physicien de l'atmosphère. Et il dit ça parce que, en fait, tout dans notre vie dépend de la consommation d'énergie, tout, même notre corps, je le répète. Et donc, si vous contrôlez la quantité de carbone qu'un homme pourrait émettre, vous contrôlez sa vie. Et donc, en disant, vous ne pouvez pas produire ou consommer plus d'autant de carbone, c'est-à-dire d'énergie, vous allez contrôler sa vie. On va nous interdire de prendre l'avion. C'est par exemple ce qu'on nous a dit. 4 fois l'avion dans sa vie pour ne pas émettre trop de CO2.
Donc voilà, on contrôle la vie de tous les gens Sous de plus en plus, sous tous ces aspects, sur tous ces aspects. c'est le projet de l'écologisme. L'écologisme est surtout présent en Occident, en Europe, mais ailleurs dans le monde, est-ce que les gens se préoccupent de la même manière de ces sujets? L'écologie est un souci pour les riches. Quand on est pauvre, on ne se soucie pas de l'écologie. Quand on est pauvre, on se soucie d'avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se protéger des intempéries. Ce n'est que quand on atteint un niveau de prospérité élevé qu'on commence à penser à l'environnement. C'est ce qui est arrivé en Europe. En Europe, avant les années 60, on ne pensait pas à l'environnement, parce qu'il y avait encore beaucoup de gens qui souffraient dans les années 60. Et puis avec le développement économique, le boom économique de l'après-guerre, ben, les gens ont commencé à mieux vivre, et en vivant mieux, on s'est dit, mais après tout, pourquoi faut-il polluer? Pourquoi faut-il jeter des déchets? Et donc l'environnement est né de la prospérité. Et tant qu'il n'y a pas de Oui, le souci de l'environnement est né de la prospérité. oui. Et tant qu'il n'y aura pas de prospérité partout dans le monde, mais le reste du monde ne se préoccupera pas de l'environnement. Et donc, si on veut que les gens se soucient de l'environnement dans le monde entier, il faut que les gens deviennent riches. Et pour devenir riche, c'est-à-dire de la prospérité, pas s'enrichir pour soi, hein, mais avoir un minimum pour bien vivre, alors il faut de l'énergie. Et on tourne en rond là. Si nous faut de l'énergie pour bien vivre et protéger l'environnement, ben, il faut se rendre compte qu'on va consommer de plus en plus d'énergie. C'est là le souci. Ce qui est le cas, ce qui sera le cas en Inde, ce qui est déjà le cas en Chine, Tout à sera fait. le cas en Inde, qui a encore un énorme retard à rattraper à ce niveau-là, et bien sûr en Afrique, où le retard est encore plus important. On constate que PIB, produit intérieur brut, production industrielle et consommation d'énergie vont de pair. Euh, nous sommes apparemment prêts à réduire notre consommation. Cela va aider le monde à réduire la sienne? Il y a dans le livre un graphique qui montre que jusqu'aux années 1970, les deux courbes étaient vraiment parallèles entre le PIB et la consommation d'énergie. Et après 1970, après les chocs pétroliers, le PIB a commencé à continuer à croître de la même façon et la consommation d'énergie a eu une À inflexion, basculer, oui. a basculé, mais elle continue à croître, bien entendu, mais plus autant que l'autre. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les technologies permettent de réduire les consommations d'énergie. Grâce à la technologie, on a une réduction de la consommation d'énergie. Il suffit de penser à l'ampoule, une lampe électrique. La remplacer par une LED, ben, ça coupe énormément la consommation Bien sûr. d'énergie. Alors il faut enlever le rêve des gens en disant on va réduire à pratiquement zéro la consommation d'énergie. Ça, c'est pas possible. Mais on a fait une inflexion dans la croissance de la demande, mais il n'y en aura plus beaucoup, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts technologiques ces 30 dernières années. Et donc ce développement technologique permet une meilleure efficacité de l'utilisation de l'énergie. Les communautés européennes, au moment de leur naissance, étaient basées sur une énergie bon marché et abondante. On n'en est plus du tout dans ce modèle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Après-guerre, on s'est rendu compte que pour apporter la paix en Europe, il fallait qu'il y ait la prospérité. Sans paix, sans prospérité, il n'y a pas de paix. Et donc, pour apporter la prospérité, il fallait apporter du bien-être, du travail. Et on s'est dit, mais la seule solution, c'est d'avoir de l'énergie abondante et bon marché. Et pendant environ 60, 70 ans, l'Europe était focalisée sur ça. Il nous faut de l'énergie abondante et bon marché. Et on a développé toutes sortes de technologies pour avoir cela. Et puis, progressivement est arrivée l'idéologie de la décarbonation. On a fait croire aux gens qu'il faut vite, vite supprimer les émissions de CO2, donc arrêter la croissance des énergies fossiles, c'est-à-dire arrêter la croissance économique. À ce niveau, il faudrait préciser les notions fondamentales de l'énergie. L'énergie est un domaine qui est vaste et complexe. On parle d'énergie primaire, d'énergie finale. Comment ce mix se présente-t-il en fait? Alors, l'énergie primaire, c'est ce qu'on trouve dans la nature. Le charbon, le vent, euh, le pétrole, ce sont des énergies primaires. Mais on ne sait pas en faire grand-chose.
parce que ce sont des énergies qui ne sont pas faciles à utiliser. Nous, êtres humains, nous consommons 3 types d'énergie finale. On l'appelle finale parce que c'est celle que l'on utilise. C'est l'électricité, le transport, l'énergie pour le transport, et l'énergie pour le chauffage. Chauffage industriel, les fours de cimenterie, l'acierie, mais également l'eau chaude pour faire notre eau Tu as chaude. d'ailleurs tu dis dans le livre, nous avons eu besoin de chauffage avant l'électricité, on a pu vivre sans électricité, on n'a jamais pu vivre sans chauffage. C'est ça, Mm. exactement. Et donc on est omnibulé en Europe par l'électricité. On parle toujours d'électricité. Mais l'électricité, c'est un cinquième de la demande totale en énergie finale. Donc se préoccuper des éoliennes et se préoccuper des centrales nucléaires, ce qu'il faut faire, bien entendu, mais ce n'est qu'un cinquième du problème. Il faut s'occuper de tout le reste. Et c'est là qu'est le problème de la politique énergétique. C'est qu'on se focalise tellement sur l'électricité qu'on oublie tout le reste. Et donc on se trompe. Quand on commence à se focaliser sur des éoliennes ou des centrales nucléaires, on se trompe, on n'a pas de On solution. s'occupe de 20% et pas des 80% Exactement, dont on a besoin pour la chaleur et pour le transport. exactement. Euh, ce changement de, on dit paradigme, de modèle a des conséquences dramatiques pour l'industrie. C'est d'ailleurs l'un des sujets de ton livre. Est-ce que tu peux expliquer cet aspect dont la vie de tous dépend? La prospérité de l'Europe, et en particulier de l'Allemagne, a été le fait qu'on a disposé d'énergie abondante et bon marché, et les Allemands ont disposé l'énergie du gaz russe, très abondant et bon marché. Et donc ça a donné une prospérité extraordinaire à l'Allemagne. Et puis avec les erreurs de l'Allemagne, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, hein, les erreurs de l'Allemagne sur la transition énergétique, le prix de l'énergie a explosé en Allemagne et ailleurs en conséquence. Et donc aujourd'hui, l'industrie est en forte difficulté. Et c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est qu'on est en train de Détruire. pénaliser Mhm. notre économie, et notre industrie en particulier, parce qu'elle ne peut plus être compétitive face à des zones entières du monde où l'énergie reste bon marché. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'énergie en quantité et en prix relativement bas dans le monde, et chez nous, on fait exactement l'inverse. Pénurie et prix élevés. Mais ailleurs, c'est pas comme ça. Ailleurs, c'est abondance et bon marché. Et donc, la différence de croissance en Chine, en Inde, partout, même aux États-Unis, par rapport à l'Europe, nous pénalise. Et si on ne se ressaisit pas, ça va être une catastrophe économique. Il y a des pans entiers de l'industrie qui sont menacés, disons-le Bien clairement. entendu. C'est-à-dire des emplois, c'est-à-dire de la... Bien... Alors, on se vante en Europe d'avoir réduit nos émissions de CO2. Ah, on se gargarise, on a réduit les émissions de CO2. Ben oui, bien entendu, on désindustrialise et l'industrie s'en va ailleurs, y compris l'industrie chimique allemande. On revient à la chimie. C'était la base de l'Allemagne, l'industrie chimique. Et ils vont délocaliser BASF a investi 10 milliards en en Chine. Chine. Donc voilà, c'est dramatique parce que on, on oublie qu'ailleurs, on ne s'intéresse pas à la décarbonation. C'est ça le problème. On est les idiots utiles pour les autres. Et en définitive, on s'affaiblit nous-mêmes sans réel effet bénéfique pour personne. Non, parce que le problème du CO2, c'est un problème mondial. Alors nous, on a réduit nos émissions d'environ 20% depuis 1990. Mais le monde a augmenté de 62%. Alors évidemment, si les autres augmentent et nous on diminue, ben c'est qu'on se pénalise évidemment. Et donc c'est ça qui est dramatique. On refuse de voir que le monde est en train d'aller dans une direction différente de la nôtre. Quel est le rôle des médias dans toute cette problématique, le rôle des médias et des ONG, qui est peut-être mal compris au sein des institutions européennes qui produisent tous ces programmes, Green Deal, Repower EU. On ne se rend pas compte, mais il y a dans le quartier européen, ici à Bruxelles, que ce soit Rond-Point Schuman ou bien à la place du Luxembourg, une fourmilière de ONG qui vivent des subventions de l'Europe, du Parlement, mais surtout de la Commission européenne,
pour maintenir cette vision qu'a l'Europe de la décarbonation. Donc c'est de l'endogamie. L'Europe donne de l'argent aux ONG pour que les ONG disent au Parlement européen ce qu'il faut faire et on tourne en rond. On est dans un vase clos. Et c'est ça qui est préoccupant parce qu'il y a des centaines, des milliers de lobbyistes à Bruxelles qui vivent de cela. Et tout ce microcosme se maintient, s'auto-alimente de cette peur du climat et de l'argent. C'est surtout des jeunes qui arrivent ici à Bruxelles à 25, 30 ans, ils trouvent un travail bien payé et ça fourmille. Ailleurs, ça n'existe pas. Et donc, c'est un gros, gros problème pour toute l'Union européenne. Alors l'écologisme est une idéologie, nous sommes bien d'accord. On ne parle pas d'écologie, mais d'écologisme, qui est une idéologie qui finalement est une idéologie de la décroissance. C'est pire que le marxisme. Le marxisme, on avait encore l'espoir de la richesse pour tous, du bien-être pour tous. Oui, le marxisme ne voulait pas la décroissance. Hein. C'était mal géré, d'accord, mais il ne voulait pas la décroissance. Tandis que la vision actuelle de l'écologie, c'est la décroissance. Tout ce qui touche à la nature est mauvais. Or, l'homme ne peut pas faire autre chose que de toucher à la nature, ne serait-ce que pour manger. Et donc, on a sanctifié la nature, l'homme est devenu un parasite de la nature, et donc il faut limiter autant que possible l'impact de l'homme sur la nature. La première chose qu'il faut faire, c'est diminuer la population. Et donc on retombe dans le malthusianisme, et Malthus, à l'époque, il était rationnel en se disant la dimension de l'Angleterre, elle est limitée. Si la population augmente, il n'y aura plus assez de surface pour que tout le monde mange. Mais il ne savait pas que le monde était beaucoup plus grand que l'Angleterre, et il ne savait pas que la chimie allait apporter les engrais. Et donc, grâce à la chimie, on a des engrais qui augmentent l'alimentation. Mais cette idée de malthusianisme est restée encore aujourd'hui, et elle est très présente. Quand on vient critiquer le nucléaire, hein, l'énergie nucléaire, c'est d'abord parce que l'énergie nucléaire est pratiquement infinie. Et si l'énergie est pratiquement infinie, ben, on ne peut plus avoir peur. On ne peut pas dire, bah demain, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y aura plus d'énergie. Non, il y aura l'énergie nucléaire, abondante et à bon marché, sur des millénaires. Et donc, les écologistes ne peuvent pas accepter ça. C'est pour ça qu'ils s'opposent au nucléaire. D'ailleurs, tu dis, je crois, dans ton livre, qu'en investissant dans des centrales nucléaires qui seront amorties dans 30 ans, en fait, on investit dans un outil qui va servir 80 ans. Et par conséquent, qui pendant 50 ans ne coûtera pratiquement rien. Pratiquement rien, sauf l'entretien, bien sûr, et sauf le combustible. Et je crois que les nouvelles technologies permettent même de réutiliser ce combustible. Exactement. Ça s'appelle la génération 4, qui va fonctionner avec ce qu'on appelle aujourd'hui erronément des déchets. Ce n'est pas des déchets, ce sont des produits qui ne peuvent pas fonctionner dans les centrales actuelles, mais ils fonctionneront dans les centrales du futur. Futur dans quelques années, pas dans 50 ans. Hein. Oui. Voilà, je crois que nous avons fait le tour du problème. Que faut-il faire pour sortir de cette idéologie de la décroissance? Il faut faire comprendre aux gens que l'énergie, c'est quelque chose de beau, de merveilleux, qui a apporté la qualité de vie et la prospérité. Notre soin de santé, l'hygiène, tout ce qui nous donne du plaisir dans la vie vient de l'énergie. Quand on va dans un hôpital, on s'aperçoit que tout tourne alentour de l'énergie. Et donc, voilà, critiquer absolument l'énergie, c'est critiquer la vie. C'est pour ça que l'UNZ disait, vous contrôlez le carbone, vous contrôlez la vie. Il faut laisser la vie se développer. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Samuel, je répète que nous parlions de ton livre « Énergie, mensonge d'État ». Je voudrais aussi remercier Ladbrokes Live pour son hospitalité, pour ce studio PAN, et encourager nos auditeurs à lire le PAN, surtout en cette période éminemment politique, et de s'abonner au PAN, de soutenir la presse libre et indépendante. Merci beaucoup, Samuel. Merci, Thierry.